Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Merci à tous. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Ambassador Ibrahima Touré. We're attending the signing ceremony of a book written on the accomplishments of President Alassane Ouattara in 2025, which is an electoral year in your country. And for which growing rumors have it that he would be standing for a fourth presidential term. Now, President Ouattara has done an outstanding job in steering your economy in the right direction after the war, the post-electoral crisis of 2010, keeping a growth rate of your country at over 6% for the last decade consistently. However, from a political perspective, the impression is that his political adversaries have been removed from the electoral process, which could lead to a lack of credibility in the upcoming presidential elections. Is this something to be concerned about? I think this is political. I'm going to leave the floor to the representative of the ruling coalition. Okay. He is an insider, Mr. Zinko Kora. Mr. Zinko Kora, n'est-ce pas inquiétant pour la cohésion sociale, pour le président Ouattara de se représenter au rempilé pour un quatrième mandat, malgré ses accomplissements économiques et l'écartement des adversaires politiques, n'est-ce pas quelque chose qui peut mettre en danger tous ces accomplissements économiques? Le climat politique n'est-il pas crispé avec l'écart de Tidjane Thiam pour les questions d'identité et de citoyenneté? D'abord, en parlant de mandat, je crois que la vie politique est encadrée par des lois. Nous avons une constitution qui permet au président Ouattara d'être candidat pour le deuxième mandat de la Troisième République. Il va falloir peut-être vous rappeler qu'en 2016, nous avons donc voté pour une nouvelle constitution, donc il remet les compteurs à zéro. En 2020, il a été donc candidat. Sa candidature a été validée par le Conseil constitutionnel qui est l'organe suprême donc habilité donc à trancher sur les questions de candidature. Sur le plan légal, en 2016, en 2020, la Constitution lui a donné l'opportunité de remplir un mandat sous la nouvelle Constitution. Exactement. Mais est-ce que cela efface le fait qu'il avait déjà fait 2 mandats? Non, mais c'est la Constitution qui lui dit, madame, on peut faire les interprétations qu'on veut, mais le seul organe donc, qui est habilité à trancher sur la validité de la candidature de quelqu'un ou non, c'est le Conseil constitutionnel. Aux États-Unis, je crois que c'est la Cour suprême qui tranche ces questions. Et la Côte d'Ivoire n'a pas inauguré des constitutions qui changent et qui permettent au président en essai de pouvoir se représenter. Je vous rappelle qu'au Sénégal, M. Abdoulaye Wade, que vous connaissez certainement, a été élu en 2000. En 2002, il y a une nouvelle constitution qui a été votée. Donc en 2007, il a été candidat. Mais en 2012, il a pu être candidat. Donc pour une troisième fois, malheureusement, il a perdu les élections. Donc pour nous, cette question, elle est derrière. Nous avons des organes qui fonctionnent, des élections qui fonctionnent. Il leur appartient donc de décider qui doit être candidat et qui ne peut pas l'être. Pour revenir sur la question de M. Thiam, il faut sortir de votre esprit des questions d'identité. M. Thiam est ivoirien, il est bel et bien ivoirien, il est de père et de mère eux-mêmes, donc ivoirien. Donc le débat d'identité, il ne faut pas le confondre avec des situations personnelles créées par M. Thiam lui-même, donc qui en 1987 a pris la nationalité française. Et au terme donc de notre code de nationalité... Mais qu'il a convoqué en début de cette année, en février, pour pouvoir se présenter à l'élection présidentielle. Je vous explique. Donc, M. Thiam, qui prend une nouvelle nationalité française en 1987, alors qu'il était majeur. Vous prenez le code de la nationalité ivoirienne, donc qui dit à son article 48, tout Ivoirien majeur qui acquiert une autre nationalité paie la nationalité ivoirienne. Mais c'est une loi très peu appliquée depuis non, la loi, elle a été l'indépendance appliquée. La loi, d'abord, l'origine de la loi, donc elle date de 1961, alors que M. Thiam n'était pas encore né. M. Ouattara avait 19 ans environ. La loi, elle a été appliquée en 2000 contre un certain Thierry Aka.
Et en 2011, elle a été appliquée contre M. Tété Richard, donc dans le cadre des élections législatives, où il a déposé sa candidature et elle a été invalidée après la contestation de son adversaire qui a estimé qu'en 2007, il avait pris la nationalité ivoirienne et la nationalité française et donc il ne pouvait pas être candidat. Donc, il a été exclu. Vous invoquez la légalité comme convenable. Sur le plan même de la morale, n'y a-t-il pas une question qui déconcerte un peu le fait qu'il soit écarté pour la citoyenneté? Parce que déjà, le président Alassane Ouattara a été écarté lui-même 2 fois pour des questions d'identité ou d'ivoirité dans votre pays. Non, je vous rappelle, ce qui a courroucé ses supporters et qui a été un facteur important. Vous évoquez deux situations. Ça a l'air peut-être différent, mais en même temps, il y a des similitudes parce qu'on parle quand même de citoyenneté. Non, il n'y a pas de similitudes. Vous avez une perception qui est totalement fausse. Concernant M. Ouattara, sa nationalité était contestée. Le pouvoir en place estimait qu'il n'était pas ivoirien. Ce qui est différent du cas de M. Thiam, où nous disons qu'il est ivoirien. Sauf qu'il a perdu la nationalité à un moment donné. Mais s'il renonce à sa nationalité française, et donc il devient ivoirien. Mais au moment où il s'inscrivait sur la liste électorale, il n'était pas ivoirien, il était français. Aujourd'hui, on vous parle, M. Thiam est redevenu ivoirien. Sur le cas de M. Ouattara, des lois ont été prises pour l'écarter des élections présidentielles, notamment l'article 35 de la Constitution qui a été voté. Et M. Gbagbo l'a dit au cours d'une réunion publique que l'article 35 a été pris pour régler la question de M. Ouattara. Oh, la loi, elle est impersonnelle. Donc aujourd'hui, c'est 2 situations totalement différentes. Je vous rappelle que la morale n'est pas d'abord, ça ne pose même pas question de morale, une question de morale. Et la morale, même si elle devait exister par extraordinaire, elle n'est pas au-dessus de la loi. Mais tous les opposants sont écartés. Blé Goudé, Guillaume Soro et même Gbagbo, malgré sa relation un peu arrangée avec Alassane Ouattara. Ils sont victimes d'une décision de justice. Et je vous rappelle que c'est en 2011... Mais M. Gbagbo a été acquitté par la haie. Oui, je suis d'accord avec vous. Je vous réponds. M. Gbagbo a été inculpé en 2011 par 2 justices totalement différentes. La CPI et la justice ivoirienne, parce qu'il avait braqué la BCEAO. Donc il a été jugé et condamné. Et M. Gbagbo a fait appel au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme qui vient donc de lui donner tort, donc confirmant la décision prise par la justice ivoirienne. Son cas, donc, il a écarté. M. Guillaume Soro a été jugé pour tentative de coup d'État en 2019. Donc, ils n'ont pas été écartés parce que nous allons à une élection. C'est depuis 5 ans pour ces personnes, donc ils sont écartés de toute course présidentielle parce qu'ils sont concernés par des décisions de justice. Je vous rappelle qu'en France, Marine Le Pen ne sera pas candidate en 2027 parce qu'elle est concernée par une décision de justice. Est-ce, madame, une décision de l'exclure ou c'est la loi qui s'applique et les décisions de justice qui s'appliquent? Mais ça ne vous gêne pas que Thiam soit écarté du processus électoral, par exemple? Si sa candidature n'est pas conforme à la loi, est-ce qu'aujourd'hui aux États-Unis, moi je pourrais être candidat, quelle que soit ma popularité? Dans votre pays? Non, madame, c'est la loi. La loi, elle est la loi. Elle n'est pas intransigeante et la loi n'est pas mise là pour X ou Y. Lorsque quelqu'un est pris, et là, c'est la faute à M. Thiam, il aurait pu renoncer à sa nationalité depuis 2023, qu'il aurait pu s'inscrire sur la liste 3 en 2024 et être candidat. Mais pensez-vous que c'est normal que pour quelqu'un qui va aller à une élection présidentielle, attendre jusqu'à la veille des élections pour renoncer à sa nationalité française? Pour nous, la faute vient de lui et donc pas de l'État de Côte d'Ivoire. Et la succession de M. Alassane Ouattara, a-t-il l'intention de passer la main à un moment? Il s'en va remplir un 4e mandat. Non, mais aujourd'hui, ce sont les militants de façon démocratique qui ont porté leur choix sur M. Ouattara. Parce que mais c'est pas son choix lui-même. Mais ça lui appartient. Mais nous, en tant que militants du RHDP, ce que nous considérons, c'est notre décision démocratique et unanime. Nous nous sommes réunis, nous avons dit, parmi nous, celui qui est capable de porter notre projet s'appelle Alassane Ouattara. Voilà notre choix. Maintenant, les interprétations, vraiment, nous sommes souverains et personne ne peut nous dénier ce droit de choisir celui que nous considérons comme capable de porter notre projet et de nous emmener à la victoire. Merci d'avoir été. Merci infiniment. Média sur Africa. L'Afrique parle. Et vraiment, ce débat m'a beaucoup appris beaucoup d'autres choses parce que, en dépit de tout ce que je savais, quand je vois les faits, surtout celui qui est venu sur la télé, qui a dit les petits faits qu'on a tous vus, qu'on n'a pas remarqué du tout. Le fait déjà de la baie de Port-Boué, le fait que Ado, à sa venue, a pu nettoyer ça,
l'université, tous ces petits actes. Vraiment, ce monsieur, c'est un monsieur à saluer. C'est un monsieur à saluer. Moi, si c'était à moi, je dirais que je veux une dictature, un dictateur honnête que la démocratie que les Blancs nous imposent. C'est-à-dire quelqu'un qui vient, qui suit la loi, qui travaille pour la communauté sans exception. Quand tu es en faute, qu'on te fasse appliquer la loi sans exception. On pourrait continuer jusqu'à sa mort ou vraiment qu'ils soient incapables. Mais comme on le veut, on dit la démocratie, on va faire la démocratie. Sinon, vraiment, ce monsieur. Mais regardez seulement la communauté. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas Bété, il n'y a pas Djoula, on est tous la même chose. De la manière que nous sommes ici à DC, aux États-Unis, c'est la même chose que je rencontre à Abidjan maintenant quand je vais. Je ne vois plus la différence où on dit « Ah, il faut se méfier parce que ça, c'est le fils du président ». Je ne connais même pas le fils du président. Mais je sais des actes posés. Je sais, quand je rentre dans mon quartier à Williamsville, le cafouillage qui était à l'entrée n'existe plus. On dirait Bakongo a cassé. Bakongo a cassé parce qu'il y a quelqu'un qui dit faire le travail. Donc vraiment, Ado, je le remercie, je le salue. Et puis vous aussi, je vous remercie de nous avoir tendu le micro. Parce que ça, c'est le seul moment où on peut s'exprimer. On s'informe. Parce que j'ai appris beaucoup aujourd'hui. Et demain, j'aurai l'occasion d'en parler aussi. Et puis voilà, moi je crois que c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. Merci. De tous les conférenciers, je me suis rendu compte qu'ils ont tous un dénominateur commun. Comme quoi Ado, c'est un bosseur. Il a été le Sundiata de la Côte d'Ivoire. Il est venu au moment opportun, quand le navire ivoirien était en train de s'écouler. Donc vraiment, qu'il continue sur cette voie-là. Et récemment, j'étais aussi en Côte d'Ivoire, j'ai vu beaucoup de changements par rapport les ponts qui sont là, les routes sont bien bitumées. D'Abidjan jusqu'à Demokro, je crois qu'il y a le bitume maintenant. Sinon, le tronçon Demokro, moi je suis de Demokro. Donc la cour familiale à Demokro. Le tronçon Demokro, tout le monde dit Demokro, c'était vraiment un calvaire. Et souvent même j'ai eu un mal de dos, juste seulement pour entre Toumoudi et Demokro. Le voyage aux États-Unis, Côte d'Ivoire, ça ne me fatiguait pas autant que le voyage au Toumoudi, Demokro. Mais maintenant, je suis allé en 2023, j'ai vu qu'il y a eu vraiment un changement. Donc vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est l'émergence, comme on l'avait dit. Donc vraiment, je suis fier d'être ivoirienne et voilà, le drapeau ivoirien en haut, tout le temps. Merci bien. Et je suis infirmière spécialisée ici à la dialyse. Mais je vis aux States depuis 27 ans maintenant. Mais je suis toujours ivoirienne. Quel que soit Alpha, je suis toujours ivoirienne. Allons seulement. Imam Bamba, ici, imam communauté ivoirien à Washington DC. Frère de France, je remercie les créateurs. On était là dans les conférences, vraiment. Ça a été vraiment une conférence qui, vraiment, tout le monde a été présente. On a compris ce qui s'était passé. On remercie notre chef de l'État, ce qu'il fait dans notre pays. Vraiment, beaucoup de choses à découvrir quand on n'est pas en courant. Donc, cette mission, vraiment, on est vraiment content. Tout le monde, vraiment, on fait comme au niveau des imams, nous, notre devoir toujours, les imams, les pasteurs, toujours on prie. Il faut les prier pour notre chef d'État. Et puis on prie pour notre pays. Media 2 Africa. L'Afrique vous parle.